On va parler maintenant de prévention de la radicalisation. Vendredi, on apprenait la création d'une chaire de recherche sous l'égide de l'UNESCO, mais qui implique 3 universités québécoises, l'Université de Sherbrooke, l'UQAM et l'Université Concordia. Et bon, ça, c'est formidable qu'il se fasse de la recherche très en profondeur, mais on annonce aussi qu'on va vouloir être très branché sur des actions qui se font sur le terrain. Alors ici, on va souligner qu'il y a déjà un centre de prévention de la radicalisation qui existe depuis 3 ans et qui est basé à Montréal et qui travaille sur un territoire beaucoup plus grand que celui de Montréal. Ça nous a donné envie tout ça de voir au quotidien qu'est-ce qu'on fait, puisqu'on parle de prévention ici. En ce moment, quelles sont les actions qu'on mène dans ce centre-là? Alors, devant moi, elles sont vraiment, elles, 2 agentes sur le terrain. Marianne Mizrahi, bonjour. Bonjour. D'origine mexicaine, je pense. Oui, c'est exact. Et qui est responsable de la prise en charge et de la réinsertion sociale au Centre de prévention et de la radicalisation menant à la violence. Et à ses côtés, sa collègue Margot Benardi, bonjour. Bonjour. Qui est coordonnatrice d'Info Radical. C'est quoi Info Radical? C'est la ligne d'assistance, on pourra en parler tout à l'heure. Oui, d'accord. Et elle est aussi intervenante psychosociale, ce qui veut dire que vous allez carrément rencontrer des gens sur le terrain. Les gens que vous allez rencontrer, est-ce que par définition, ce sont des jeunes? On est dans quelle palette d'âge? La palette, elle est très, très grande. Ah on oui? a autant des jeunes que des moins jeunes. Donc, on peut avoir des parents, on peut avoir des écoles qui appellent et ça peut concerner des enfants. Donc, vraiment, le spectre est large d'usagers. Quand vous dites on peut avoir des parents, c'est des parents qui vont signaler qu'il y a quelque chose avec leurs enfants, mais les gens qui se radicalisent eux-mêmes, est-ce que c'est un phénomène qui est essentiellement un phénomène de jeunes là, qui s'arrêtent à un certain âge? Oui, d'habitude, on rencontre des cas de très jeunes, des gens très jeunes, je dirais entre 15 et 25 ans, mais aussi il faut faire un nuance, ça dépend de le type de radicalisation. Ah oui. Au centre, on travaille avec pas juste la radicalisation politique religieuse, mais on travaille aussi avec l'extrême droite, l'extrême gauche et la radicalisation à cause unique. Donc c'est intéressant. La dernière, c'est quoi la radicalisation? À cause unique. À cause unique? Oui. Ah oui, exact. quelqu'un qui part avec une lubie personnelle, par Oui, exemple? c'est exact. C'est quelqu'un qui, comme on a vu dans les cas de la Floride, quelqu'un qui vraiment cible de jeunes dans une école, ou quelqu'un comme les cas de le triste événement de la Polytechnique, lorsque il y avait quelqu'un qui ciblait les femmes. Ouais. Donc ça, c'est un exemple des cas uniques. Mais comme je disais, sur la tranche d'âge, ça va dépendre surtout sur le type de radicalisation. On voit que la radicalisation politique-religieuse sont plus jeunes, sont des gens de 15 ans, 25, tandis qu'extrême droite, ce sont des gens plus mûrs. Plus mûrs, jeunes, mais aussi on peut avoir des cas de 15 ans jusqu'à la cinquantaine. Quoique l'assassin de la mosquée de Québec était dans cette tranche d'âge-là aussi, radicalisé plutôt de l'extrême droite. Alors, quand on parle justement en ce moment de différents types de radicalisation, est-ce qu'il reste quand même que ce qui est dominant, ce que vous surveillez, ou en termes de nombre de cas, est-ce que ça reste la radicalisation politico-religieuse et surtout liée au mouvement islamiste, ou c'est de plus en plus multiple, Margot? C'est de plus en plus multiple. On voit en fait, surtout avec les différents types de médias, qu'il y a une certaine variation. Pour vous donner un exemple, au fil des ans, en 2015, il y avait 17 cas que nous, on avait vus qui prenaient compte, en fait, les propos ou incidents, caractère haineux en lien avec l'islamophobie, l'antisémitisme, l'homophobie, le racisme, donc plutôt reliés à l'extrême droite. Donc, en 2015, on en avait 17, 2016, 52, puis en 2017, 166. Alors, donc, il y a une grosse progression de ce côté-là. Exactement. Alors qu'en parallèle, l'État islamique est en train de se réduire, d'être vaincu, en tout cas géographiquement sur le terrain. Mais est-ce que vous avez vu en parallèle une baisse de l'importance de cette idéologie-là chez les jeunes? Je dirais que plutôt qu'une baisse de l'importance de l'idéologie est encore là. Il y a encore des gens qui se radicalisent, mais on voit peut-être moins des appels urgents. Des appels urgents au départ, à aller faire le djihad là-bas et tout. D'accord. Donc, on va moins voir ce genre de cas-là. Par contre, on n'est plus prise maintenant, c'est urgent aussi, mais on n'est plus prise avec les familles des retournantes. Ah oui, des gens qui reviennent. Donc, on a des gens, maintenant, disons que la problématique a changé, l'idéologie est là, mais
on voit de plus en plus des familles qui ont les enfants de là-bas et qui cherchent une façon de les réintégrer au Canada. Oui, de les ramener d'abord, puis ensuite de les réintégrer. Margot Bénardi, vous allez rencontrer des gens sur le terrain. Vous êtes intervenante psychosociale. Vous faites pas de la psychothérapie, on s'entend bien. Alors, qu'est-ce que c'est les outils? D'abord, les signalements vous arrivent, puis dans quel délai vous pouvez prendre contact avec des familles ou des jeunes? En fait, quand les signalements ils arrivent, pour faire une demande d'assistance, on a plusieurs moyens de nous contacter. On a autant un formulaire en ligne qu'un numéro qu'on peut rejoindre à la ligne elle-même. Puis on a aussi des gens avec qui on était déjà en relation qui, eux, vont nous dire moi j'aurais une ou un individu en fait à vous rapporter. Puis on établit un lien, on note la situation. On a des grilles qui sont développées ici puis qui ont déjà été testées avec des gens qui se sont radicalisés et qui sont des grilles pour évaluer le niveau de dangerosité. Exactement. Le niveau le niveau de priorité d'action. Donc, vous parliez tout à l'heure de quels sont les délais. C'est justement ça. Nos niveaux de priorité vont nous dire, si c'est priorité 1 et que la personne peut porter atteinte à autrui ou à soi-même, pour nous, ça, c'est priorité 1. Puis, on réfère. Quand vous dites on réfère, mais s'il y a danger là, imminent, si on dit, moi, je pense qu'il y a un acte, vous êtes obligé de parler à la police. Exactement. Dans certains cas. On réfère à la police ou on réfère à la SQ, à la GRC, dépendamment de ce qui est dit. Donc, par exemple, s'il y a quelqu'un qui nous dit, moi, je vais faire un attentat, c'est sûr. Ça, c'est sûr, on agit. C'est sûr, dans l'immédiat. Qu'il faut que ce soit clair pour les gens qui sont juste un peu inquiets et tout. Parce que il y a toujours ce danger. Il faut pas que le message passe, eux, ils font toujours affaire à la police. Parce que ça peut briser toute la confiance possible. Tout à fait, puis c'est pas le cas en fait. Ouais. Donc c'est vraiment comme tout bon citoyen, lorsque les deux critères en lien avec le danger pour soi ou pour autrui sont remis en question, c'est normal qu'il y ait un transfert. Oui. Cependant, puis c'est ce qui est intéressant, ce qu'on fait ici, c'est pas parce qu'il y a transfert qu'il peut pas avoir suivi ni prise en charge de notre psychosocial. D'accord. Mais pour ceux, les gens qui disent c'est vraiment pas un cas de police, mais je suis inquiet, vous assurez qu'il y aura pas automatiquement un signalement de fait à la police de votre côté. Si les deux critères ne sont pas là, tout à fait. Et là, en général, vous allez voir les gens chez eux? Ça va dépendre de notre lien de confiance qu'on a avec les personnes et qu'on établit. Il y en a pour qui ils veulent pas que ce soit chez soi, puis ça peut être dans un autre lieu qui est décidé. Ça se fait vraiment sur une longue période, au cas par cas. C'est ciblé selon les besoins. Puis j'en reviens avec notre grille aussi qu'on fait, la grille d'évaluation et la grille d'analyse. On vient cibler les besoins qui vont avoir besoin parce que des fois, c'est des individus, mais des fois, c'est des organismes qui nous appellent. Des fois, ce sont des écoles aussi. Donc, on fait de l'intervention indirecte. Donc, c'est vraiment... C'est quoi de l'intervention indirecte? Donc, l'intervention indirecte, ça va être une école qui nous appelle, ils sont inquiets à propos d'un jeune, mais étant donné que eux, ils ont déjà le lien de confiance, déjà à la base en intervention, s'il n'y a pas de lien de confiance, intervenir ne peut pas se faire. Donc, nous, au lieu de venir et de prendre la situation en charge en tant que nous, mais en fait, on appuie, on outille les intervenants qui sont déjà sur place, qui ont déjà un lien de confiance, qui connaissent ce jeune. Alors, Marianne, comme vous êtes responsable de la prise en charge, c'est vous, avec d'autres, ça se fait beaucoup en équipe, j'imagine, qui allez départager le type d'intervention qui est la plus appropriée? Justement, oui. La procédure, c'est la suivante. On reçoit la demande d'assistance, comme Margot avait dit, soit par la plateforme InfoRadical, mais aussi on peut recevoir demande d'assistance de la part d'un juge ou de système judiciaire, des gens qui sont en détention. Oui. On a fait déjà, en fait des interventions en prison, carrément? Oui, des prises en charge des gens qui sont en détention ou des gens qui ont été accusés ou déjà condamnés pour faits reliés au terrorisme. Donc, on peut faire, ça pourrait être un avocat, un juge qui fait appel à nos services parce que, malheureusement, il n'existe pas de programme de réinsertion sociale ou de déradicalisation, comme les gens disent, en prison. Donc, ça, c'est notre voie. Mais sur la procédure, comme je disais, donc, on va recevoir l'appel, on va se rencontrer un comité, le comité de l'équipe de prise en charge de réinsertion sociale. On va faire une première analyse avec notre grille d'évaluation, d'abord pour repérer s'il est en danger imminent.
Lorsqu'on regarde qu'il n'y a pas de danger imminent, alors on va faire la prise en charge de cas. On va les trier selon le niveau des priorités. Lorsqu'on va valider l'information avec un de nos intervenantes, une fois qu'on a l'information plus complète, on va faire appel aux besoins en comité multidisciplinaire. Ah oui. Parce que c'est délicat, arriver à comprendre qu'est-ce qui va fonctionner. Puis c'est ça que j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui peut fonctionner, là? Quand ça fonctionne, est-ce que c'est une question de redonner à ces jeunes-là d'autres champs d'intérêt? Est-ce que c'est leur redonner une confiance en eux qu'ils ont peut-être jamais eu? Qu'est-ce que c'est la plupart du temps les terrains sur lesquels il faut aller jouer, Margot? La non-confrontation et l'accueil des opinions des individus. C'est important de venir accueillir la situation puisque les jeunes ou les moins jeunes disent. Donc, écoutez ce qu'ils pensent. Écouter. Même dans leur délire un peu radical, des fois, il faut écouter. Écouter, puis aussi s'outiller et les engager dans des projets qui vont pouvoir aussi faire développer et découvrir d'autres intérêts. On a des projets qu'on fait aussi au centre, parce qu'on en parlait tout à l'heure, comme Marianne le disait, on travaille avec plusieurs équipes, puis on a une équipe avec laquelle on a déjà fait créer des bandes dessinées qui parlaient, de la radicalisation. Avec quel genre de jeunes? Ben, c'était avec des jeunes qui, eux, ont eu un parcours où ils s'étaient radicalisés, puis justement, ils ont pu créer la bande dessinée. Dans l'islamisme, dans ce cas-là, c'était... Oui. Et là, la bande dessinée devait exprimer quoi? Qu'est-ce que c'était, la consigne ou... La consigne, c'était vraiment d'exprimer leur vécu. Parce qu'on s'est rendu compte, et ça c'est un cas très intéressant, on avait pensé au début que l'intervention en radicalisation, ça devait être psychothérapeutique ou clinique. On s'est rendu compte très rapidement que non, ça marchait pas, que les jeunes ne voulaient pas une prise en charge psychothérapeutique. Et on s'est rendu compte que ça faisait du sens, parce que quelqu'un qui est radicalisé, c'est une problématique vraiment multifactorielle. C'est émotionnel, il y a de facteurs aussi émotionnels, psychologiques et sociaux. Il y a une mal-être social là, qui pousse ou qui détermine un peu plus le comportement des gens radicalisés. Donc, une approche juste clinique, ça marchait pas. Mais la bande dessinée, évidemment, vous leur disiez pas parle-moi de tes convictions extrémistes. Vous leur disiez explique-moi d'où tu viens ou... Non, la consigne, c'était plutôt on va essayer de comprendre ton vécu. Pourquoi est-ce que tu t'es ressenti comme tu t'es ressenti? Pourquoi tu t'es senti pas partie du Québec? Okay. Qu'est-ce qui t'a amené à penser que la violence est légitime pour faire avancer ta cause? Mais ça veut dire que ces jeunes-là qui ont fait cette bande dessinée, ils acceptaient là qu'il y avait un problème là. Il faut. Est-ce que les interventions psychosociales en prévention de la radicalisation vont fonctionner seulement à partir du moment où un jeune reconnaît qu'il y a un problème? Pas forcément. Non. Ah bon? Non. Alors, quelqu'un qui reconnaît pas qu'il y a un problème, qui est signalé par son école ou par ses parents, quel genre de porte vous allez réussir à ouvrir avec lui? On regarde évidemment tous les facteurs, mais en fait, on va valoriser les facteurs de protection qui sont déjà mis en place auprès du jeune. C'est-à-dire? Donc, on va regarder son cercle d'amis, on va regarder si il est vraiment passionné par, un sport. Oui, ça c'est un très très bon exemple, par un sport. Puis en fait, on va aller valoriser, puis à travers cette valorisation-là, on va lui faire ouvrir sur comment je pourrais dire, des prises de conscience, mais aussi le dialogue qu'il peut avoir avec un autre individu. Puis, c'est pas parce que vous pensez d'une telle manière que moi, je peux pas penser d'une autre manière. Puis, une fois qu'ils acceptent ça, qu'on a réussi à avoir cette étape-là, ben là, on peut aller plus loin en profondeur. Puis, donc, il faut presque qu'il y ait une espèce de champ d'intérêt qui serve de terrain de jeu pour que le dialogue s'installe. Vous avez parlé de bande dessinée, de sport, il y a toujours... Mais à travers un lien de confiance. À travers, puis le fameux lien de confiance. Et surtout, c'est de réorienter les mal-être de la personne. Parce que le mal-être est là. Donc, si c'est quelqu'un qui est très touché par l'islamophobie, par exemple, c'est pas de dire tu as pas raison, c'est juste de dire on va te donner de l'agence et les moyens légitimes pour que tu puisses faire valoir ta voix dans la société. Donc, lorsqu'il commence à regarder que cette possibilité existe, les côtés violents commencent à diminuer. Alors, c'est un travail quotidien pour ces deux femmes. Marianne Mizrahi, qu'on vient d'entendre, qui est responsable de la prise en charge et de la réinsertion sociale au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, et Margot Bénardi, qui est coordonnatrice d'Info Radicale, la ligne de signalement. On va mettre bien sûr un lien sur notre site pour que les gens la trouvent. Merci. Et qui est aussi intervenante psychosociale au même centre. Merci beaucoup toutes les deux. Merci à vous. Merci.